Jacques Verget nous rappelle dans cette vidéo que le colonialisme reste l'un des plus grands crimes de l'histoire moderne. Un système fondé sur la domination, le pillage et surtout sur la négation de l'humanité et de l'identité culturelle des peuples colonisés. Au nom d'une prétendue civilisation, de la religion ou d'idéologies absurdes, certains peuples se sont arrogés le droit d'écraser d'autres peuples, de leur imposer leur langue, leur culture et leur vision du monde. Pendant longtemps, lorsque ces violences touchèrent les Arabes, les Africains noirs ou d'autres peuples colonisés, beaucoup détournaient le regard ou considéraient cela comme normal. Mais lorsqu'Adolf Hitler a appliqué cette logique de hiérarchie humaine et de déshumanisation aux Européens eux-mêmes, le monde entier a reconnu l'horreur absolue. Alors la question se pose, où est la logique? Pourquoi certaines vies, certaines cultures et certaines souffrances auraient-elles plus de valeur que d'autres? L'histoire devrait nous apprendre une chose essentielle. Aucune domination fondée sur le mépris de l'autre ne peut être justifiée, peu importe le peuple qui l'a subi. Je crois que le crime de colonialisme est un crime qui doit être souligné parce que c'est le grand crime de notre époque, qui est fait du mépris de l'autre. C'est-à-dire que nous avons, c'est le point de vue clair de l'Européen, du colonialiste, les droits de l'homme, ça existe pour nous, mais pas pour les autres. C'est l'humanité de l'autre qui est niée. Et aujourd'hui, je crois que nous devons définir le crime de colonialisme dans sa spécificité. Dans ce crime de colonialisme, il y a une originalité, c'est l'agression culturelle. Les colonialistes disent, c'est M. Finkielkraut qui dit, on a apporté la civilisation aux sauvages. Quelle civilisation? Est-ce que, si je pense par exemple à la période du XIVe siècle, quand Ibn Battuta et Ibn Khaldoun vivent dans le Maghreb, l'un précurseur des Lumières, comme psychologue, comme philosophe, l'autre immense géographe. Si nous prenons la situation en France, que voyons-nous? Le roi de France, Charles VI, est fou. Il y a une invasion étrangère, ce sont les Anglais. S'ajoute une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Il y a la peste noire. Les routes sont infestées par ceux que leur nom désigne déjà, les écorcheurs. Bon. Où est la civilisation à ce moment-là, de quel côté? C'est pas parce que l'Europe a acquis à un moment une avance technique qu'elle peut proclamer que les autres n'étaient pas civilisés et qu'elle seule est civilisée. Vous avez, M. Klarsfeld dit, on leur a apporté la culture. On n'a pas apporté la culture, on a nié la culture locale. Dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition. La culture locale est devenue du folklore. La langue locale a été traitée comme un patois. Et c'est sur ce cimetière culturel que les autres essayent d'imposer leur culture et leur tradition dans les rues des pays colonisés. Les rues portent des noms de personnages qui ne correspondent pas du tout à l'histoire du pays. Ils sont incompréhensibles pour les gens du pays. On nous dira aussi, on a construit des routes et des chemins de fer, par exemple. Au procès de Barbie, j'avais demandé à un confrère du Congo d'être à mes côtés. Bemba a parlé de la construction du Congo-Océan. Il a estimé, d'après des journalistes de l'époque, le nombre de morts à 900 000. Ces gens sont morts sous les coups de fouet pour construire 600 km de chemin de fer utiles aux colons pour l'exportation de leurs produits. Alors quand on nous dit, on vous a laissé les chemins de fer, vous n'avez pas laissé les chemins de fer, c'est nous qui l'avons construit. Et c'est vous qui l'avez exploité pour vous. Ce chemin de fer, c'est notre œuvre. Quand on nous dit en Algérie, la Mitidja, c'est nous qui avons planté des orangers dans la Mitidja. Mais déjà, les Algériens plantaient les orangers. Et puis vous les avez chassés des zones fertiles, vous avez pris leur place. Mais ne dites pas que c'est vous qui avez fait pousser l'oranger dans la Mitidja, ou bien en Palestine, ou à Jaffa. Voilà donc, à mon avis, un travail qui est extrêmement nécessaire de souligner, parce que cette agression culturelle est aussi grave que l'agression contre la personne physique. Solzhenitsyn dit les Allemands et les Russes ont récupéré plus facilement, après la chute du totalitarisme, que les colonisés après la chute de la colonisation. Et pourquoi? Parce que l'identité culturelle des Russes, l'identité culturelle des Allemands, sous le totalitarisme, n'était pas niée. C'était au contraire exalté, déformé, mais exalté. Tandis que dans les pays coloniaux, c'est l'identité culturelle qui est niée. Vous êtes encore dans l'ignorance des règles du jeu. Quand on critique des pays nouvellement indépendants, c'est des pays qui ont des problèmes, incontestablement. Mais l'ancien colonisateur focalise l'attention sur les problèmes et sur les échecs. Hannah Arendt dit
l'impérialisme, le mépris de la vie humaine, de la dignité humaine qu'on retrouve chez les nazis, descend et fille de l'impérialisme. Parce que dans les territoires coloniaux, on méprisait la vie des autres, on ne respectait pas leur dignité. Cela me rappelle la phrase d'Aimé Césaire. Quand M. Hitler s'est mis à éructer, nous n'avons pas été surpris. Nos maîtres nous tenaient les mêmes discours. La seule chose qui a changé, c'est que ce traitement qu'on semblait réservé aux nègres et aux coulis, Hitler les a appliqués à les blancs. Quand on parle de l'esclavage, les gens vous disent c'est du passé. Les gens vous disent mais les Arabes aussi. C'est un raisonnement révisionniste. Les révisionnistes en Allemagne disent il y a eu les camps allemands mais avant il y avait les camps soviétiques. Et cela, on les critique pour cela. Or, sur l'esclavage, je lisais récemment un article d'un responsable de la Ligue des droits de l'homme où il disait il faut tenir compte également de l'esclavage commis par les Arabes. Mais je dis, mais c'est pas le problème. Moi, je viens de l'île de la Réunion. Il y avait un esclavage à la Réunion. Les Arabes n'y étaient pour rien. C'était les Européens. Et c'est pas la peine de me parler de ce qui se passe ailleurs. Ne faites pas une diversion. Examinez ce que vous avez fait vous-même. Et quand vous dites, vous avez un autre, j'ai lisé un article d'un professeur de Lorient disant, on parle de pacotille, mais ce qu'on est donné en échange pour les esclaves, c'était des objets de valeur. Je dis, mais c'est le comble de l'infamie. Vous pensez que c'était un échange égal, que donner des objets de valeur, soi-disant, contre un homme? Et donc c'est ce refus de l'Occident d'examiner ce que l'Occident a commis. C'est Aimé Césaire qui disait dans son discours contre le colonialisme, je cite de mémoire donc c'est pas tout à fait exact, mais quand M. Hitler s'est mis à éructer, nous n'avons pas été surpris. C'est le discours déjà que tenaient nos maîtres. Mais ce qui vous surprend, vous, c'est qu'il ait voulu appliquer aux Blancs, aux Européens, ce que vous considériez comme naturel quand il était appliqué aux nègres et aux coulis. Bon. On nous parle de regarder aujourd'hui nos professeurs de morale, regardez ce qui se passe en Irak. Oui. Non seulement on torture les gens. Non, mais on dit on importe là-bas les droits de l'homme et la démocratie. Alors, au nom des droits de l'homme, on rentre dans un pays et on pratique la torture. Et quelle torture? Pire que celle que les Français ont utilisée en Algérie. Les Français torturaient les gens, ce que je condamne, pour avoir des renseignements. Là-bas, on force les gens nus à commettre des gestes obscènes. C'est pas un renseignement qu'on cherche, c'est l'être humain, c'est l'autre qu'on essaye d'avilir, à qui on essaye d'ôter son caractère humain. Et ça se passe sans qu'il y ait une protestation mondiale. Je pense, quand on me dit vous voulez occulter la Shoah, pas vrai. La Shoah est épouvantable. Mais je ne veux pas qu'on établisse une ligne, une hiérarchie dans les crimes contre l'humanité. On me parle de génocide. Oui. Vous savez qu'en Tasmanie, il n'y a plus de Tasmaniens. La dernière Tasmanienne est morte en 1877. Et on a empaillé son cadavre, qu'on a montré dans un musée entre deux animaux sauvages. Au moment du procès de Nuremberg, en Australie, les aborigènes n'étaient pas recensés. Et vous savez pourquoi? Non. Ils faisaient partie de la faune. Alors, au moment du procès de Nuremberg, il y avait le travail forcé dans les colonies françaises. Ça n'a été aboli qu'un an après. Bon. Et ne parlons pas des Américains avec les peaux rouges. Hein? Alors, est-ce qu'en France, aujourd'hui, il est interdit d'évoquer autre chose que la Shoah? Moi, je pense qu'en effet, quand on évoque autre chose, on vous accuse d'antisémitisme. Ce n'est pas vrai. Et là-dessus, je voudrais que quelqu'un me fasse la leçon. Je dirais, écoutez, mon cher monsieur, je ne sais pas ce que vous faisiez. Mais moi, de 17 à 20 ans, j'ai combattu le nazisme. Je n'étais pas forcé de le faire. Bon, mais ce que j'ai vu également à La Réunion, à La Réunion, on avait des esclaves jusqu'en 1848. Ça fait un siècle et demi. Vous aviez, après l'esclavage, vous aviez ce qu'on appelait l'engagisme. On allait dans l'Inde du Sud prendre des malheureux qu'on embarquait des navires avec des contrats mirobolants. Et à La Réunion, ils étaient traités comme des semi-esclaves. Nous avons ce grand débat sur la colonisation et l'esclavage en France. Et que nous avons des esprits qu'on considère comme distingués, ce n'est pas mon avis. M. Finkielkraut écrit, philosophe, professeur à l'école polytechnique, et écrit que l'esclavage et la colonisation ont eu des aspects positifs chez les peuples sauvages chez qui on allait. Hein? Quoi? C'est à qui tu veux donner les gens ici? Utiliser le mot sauvage qu'on n'utilise plus depuis un demi-siècle. Monsieur Arnaud Klarsfeld, qui se dit avocat, désigné par M. Sarkozy pour
donner son avis personnel sur ce débat, dit que la colonisation a apporté la culture, comme si les constructeurs d'Angkor, les constructeurs des pyramides, les constructeurs du Temple du Soleil au Mexique n'avaient rien créé, et que c'est les sous-offres de la coloniale qui avaient créé quelque chose. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Dire que, regarde, Je suis mort. Tu es aveugle ou quoi? Tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, coq. Et non, pro. C'est à qui tu donnes des leçons ici? C'est à moi tu as donné des leçons. Est-ce que tu as un exemple? Voleur, délinquant. Pourquoi on ne va pas dans les pays du Golfe, ces régions? Nous avons, même dans les temps modernes, j'ai lu un article où on dit on a apporté à ces peuples la langue, mais ces peuples ne parlaient pas par onomatopée. Donc il y a ce mépris des autres qui est un mépris profondément nazi. Violent, très violent. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Peut-on affirmer aujourd'hui en toute honnêteté que l'Occident est le continent le plus sauvage et le plus violent au regard de ses nombreuses guerres et de son rôle dans la déstabilisation de régions comme l'Afrique, l'Asie et d'autres encore? Ne serait-il pas en réalité le continent le moins civilisé malgré l'image qu'il tente de projeter au reste du monde? N'est-il pas aussi le plus appauvri, tant sur le plan matériel que spirituel comparé aux autres continents? Car en vérité, son développement économique et spirituel s'est largement bâti sur le pillage, la manipulation et l'exploitation de l'Afrique. L'Occident n'est-il pas à l'origine de la fragmentation de l'humanité, en traçant des frontières artificielles entre les peuples, en instaurant l'argent comme outil de domination et en imposant des lois conçues pour préserver son propre système, souvent au détriment des autres? N'est-il pas également le principal destructeur de la nature à travers ses industries polluantes et ses expérimentations nucléaires? À la lumière de son histoire, l'Occident ne représente-t-il pas l'un des exemples les plus sombres de ce que l'humanité peut engendrer? En fin de compte, l'Occident ne semble-t-il exceller que dans l'art du marketing et de la dissimulation? N'oublions pas que l'Amérique et l'Occident sont alliés dans le mal. Ils ont détruit l'Irak et la Libye sur la base de mensonges, et aujourd'hui, c'est l'Iran qui est visé. Sans parler de ce qu'ils font en Afrique et en Asie, en jouant sur la peur du terrorisme, comme si le terrorisme était synonyme d'islam. Nous savons que ces groupes terroristes sont en réalité soutenus par l'Occident. Il est difficile de croire qu'avec une telle organisation et un tel armement, ils aient pu apparaître spontanément, dans un coin perdu. Pour continuer à intervenir et justifier leur présence dans leurs anciennes colonies, ils sont prêts à toute forme de manipulation et d'assassinat. Ils se présentent comme des anges, et les autres comme des démons. On a tous appris la même leçon à l'école. L'histoire est simple. Il y a les gentils et il y a les méchants. D'un côté, les démocraties qui se battent pour la liberté. De l'autre, les tyrans, les dictateurs, les monstres. Et le monstre ultime, la figure du mal absolu, c'est lui, Adolf Hitler. Son nom est devenu une insulte, un symbole. Quand on veut dire que quelqu'un est horrible, on le compare à Hitler. C'est le point Godwin, fin de la discussion. Mais est-ce que cette vision binaire, presque enfantine, nous aide vraiment à comprendre le monde ? Et si, en se focalisant sur ce mal absolu, on oubliait de regarder de plus près les actions de ceux qu'on a placés dans le camp du bien? Cette question est dérangeante. Elle est provocatrice. Certains diront même qu'elle est dangereuse. Comparer, ce n'est pas justifié. Au contraire, c'est essayer de comprendre les mécanismes qui mènent à la violence, la souffrance, la destruction. Peu importe qui tient l'arme, un civil mort est un civil mort. Qu'il soit tué par une bombe alliée chirurgicale ou par le soldat d'un régime totalitaire. Le résultat pour la victime et sa famille est exactement le même. Pour comprendre la comparaison, il faut d'abord se souvenir de qui était Hitler et de ce qu'il a fait. Ce n'est pas juste un méchant de livre d'histoire. Adolf Hitler a orchestré un système de haine et de mort à une échelle industrielle. Son idéologie, basée sur la suprématie de la race aryenne, était explicite. Le but n'était pas caché. Il était écrit noir sur blanc dans Mein Kampf. Il voulait éliminer des peuples entiers. Les Juifs, les Slaves. Les Roms, il voulait conquérir un espace vital à l'Est en réduisant les populations locales en esclavage ou en les exterminant. La violence n'était pas un accident. C'était le projet. Le régime nazi a mis en place une machine de mort. Les camps de concentration, puis les camps d'extermination comme Auschwitz-Birkenau.
des chambres à gaz construites pour tuer des hommes, des femmes et des enfants de la manière la plus efficace possible. C'est ce qu'on appelle la Shoah. Un génocide planifié, méthodique, bureaucratique. 6 millions de juifs assassinés. Le régime a aussi persécuté et tué des opposants politiques, des homosexuels, des personnes handicapées. La guerre elle-même, déclenchée par l'invasion de la Pologne en 1939, a fait plus de 50 millions de morts. C'est cette combinaison unique qui fait d'Hitler le symbole du mal absolu. L'horreur nazie ne réside pas seulement dans le nombre de morts, elle réside dans l'intention. Le projet était génocidaire par nature. Il s'agissait de l'éradication délibérée et systématique de groupes humains entiers, définis comme sous-hommes. Cette déshumanisation est la clé. On ne peut pas tuer des millions de personnes si on les considère encore comme des êtres humains. Maintenant, tournons le miroir vers nous, vers le camp des gentils. Les démocraties occidentales. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nos pays ont été impliqués dans de nombreux conflits. Officiellement, c'était toujours pour de bonnes raisons. Rétablir la démocratie, lutter contre le terrorisme, empêcher l'utilisation d'armes de destruction massive, protéger les droits de l'homme, des objectifs nobles. Mais regardons les résultats concrets sur le terrain. La guerre en Irak, lancée en 2003, sur la base d'un mensonge, les fameuses armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Le bilan ? Des centaines de milliers de civils irakiens morts, un pays déstabilisé, livré au chaos, et la montée de l'État islamique. L'OTAN, en Libye, en 2011. Protéger les civils de la répression de Kadhafi. Une responsabilité de protéger. Mais l'intervention a largement dépassé ce mandat. Elle a mené à la chute du régime, et à une guerre civile durable. La Libye est devenue un marché d'esclaves à ciel ouvert, une base pour les groupes terroristes, un point de départ pour des milliers de migrants qui meurent en Méditerranée. Le remède a-t-il été pire que le mal ? Pour les civils libyens, la question ne se pose même pas. Et puis, il y a l'arme silencieuse, moins spectaculaire qu'une bombe, mais tout aussi mortelle. Les sanctions économiques. On les présente comme une alternative pacifique à la guerre. Faire pression sans faire couler le sang. Mais qui paie le prix ? En Irak, les sanctions ont eu des conséquences dévastatrices. Manque de médicaments, manque de nourriture. Peut-on sérieusement mettre Hitler sur le même plan que... Vas-y. Comment percevons-nous si différemment ces situations ? Les médias, l'éducation, le discours politique ne disent pas seulement ce qui se passe, mais comment y penser. Ils construisent un cadre, avec héros et méchants. En guerre, le langage officiel s'impose, frappe chirurgicale, précision, propreté. On montre les départs, rarement les arrivées. L'indépendance du regard est limitée. Le message, nous combattons le mal, donc nous sommes justes. Les victimes de nos bombes. Invisibles, anonymes. Dommages collatéraux. Ici, chaque victime a un nom, un visage, une histoire. Cette différence crée une hiérarchie de la souffrance. La vie d'un occidental semble valoir plus qu'un civil irakien ou palestinien. L'éducation célèbre nos valeurs, survole colonialisme, esclavage, guerre controversée. Nous finissons par croire à notre propre propagande, fabrique de héros et de monstres incluses. De 2 poids, 2 mesures. Les Arabes sont des voleurs. C'est un fait, carrément. La preuve, tu es là. Non mais c'est vrai. Alors que dire les plus grands escrocs de la planète sont juifs, ça c'est de la haine. Hein? On envahit l'Irak pour des ADM inexistantes, mais on ferme les yeux sur l'arsenal non déclaré d'Israël. On dénonce l'annexion russe, mais on reste silencieux sur l'annexion rampante de la Cisjordanie. Certains sont jugés, d'autres semblent injugeables. Ils disent, contextes incomparables, menaces existentielles. Voilà, l'OTAN nous protège. Le public ne sait même plus ce que le mot vérité signifie. Les médias subventionnés disent la vérité. Wow! Les Américains sont allés sur la Lune. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Poutine est un dictateur. Allez, on note. Poutine est un dictateur. Crimes contre la paix, de guerre, contre l'humanité. Personne pour Dresde, Hiroshima, Nagasaki. La justice est-elle la même pour tous ? Les leçons de morale perdent en crédibilité. L'histoire comme outil critique, pas propagande. À quoi servent ces comparaisons ?
À se méfier des récits trop simples. L'histoire n'est pas un conte, elle est tragédie complexe. Accepter la complexité, sortir de la pensée binaire, questionner les actions menées en notre nom, chercher d'autres sources, écouter les victimes, même si cela dérange. C'est un devoir citoyen. La vraie question, comment société et dirigeants justifient, propagent et acceptent la violence? Quels mécanismes de langage, propagande et déshumanisation? En les identifiant, on peut les reconnaître et y résister. Au-delà du bien et du mal, il y a les faits. Et notre responsabilité est de les connaître. Tu as du mal avec ça, Truong, hein? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.